Alors, bonjour à tous et bienvenue à ce 97e lunch immobilier du Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Donc, très content, Jean-Philippe Claude, de vous accueillir aujourd'hui. Et j'ai l'heureuse, mon Dieu, je cherche déjà mes mots. Je suis très content, en fait, on va repartir ça. Je suis très content, en fait, de co-animer avec Jean-Pierre Dussault. Aujourd'hui, hiver étant dans les airs au-dessus de l'Atlantique. Jean-Pierre, comment ça va? Ça va très bien, Jean-Philippe. Merci de la présentation. Puis bienvenue à tout le monde à cet autre lunch. Comme le disait Jean-Philippe, on va arriver bientôt à une centaine de lunchs immobiliers préparés pour vous, offerts gracieusement aussi. Beaucoup de contenu à chaque semaine. Donc, bonne habitude à prendre de rentrer ça dans l'agenda le lundi midi, de se retrouver avec nous pour notre plus grand plaisir. Spaghetti et lunch immobilier, exactement. Donc, encore, je répète, encore grand plaisir de co-animer avec toi, Jean-Pierre. Je te laisse présenter notre invité pour aujourd'hui. Oui, absolument. Beaucoup de contenu, puis vous pouvez le réécouter, bien sûr, en différé. Passez le mot. D'ailleurs, comme à chaque semaine, on fait un tirage suite à vos partages. Donc, 3 prix, encore une fois, 250 de rabais sur notre fameux programme Elite, ce qui était appelé le coaching. Le deuxième prix, la formation L'art de faire des offres d'achat créatives, donc une formation très convoitée, c'est demain, 26 avril à 19 h. Et le troisième prix, le livre 101 trucs en investissement immobilier. Donc, simplement partager l'événement de ce midi et nous confirmer que le partage est fait. Et on nommera les gagnants un petit peu plus tard tout à l'heure. On vous souhaite la meilleure des chances. Maintenant, on vous présente notre invité. Vous voyez qu'au club, on est très diversifié sur les sources d'information et c'est quelqu'un qui est dans les technologies immobilières, cartographie 3D de vos sites, visite virtuelle immersive, qui est en affaires depuis déjà 3 ans et quelqu'un qu'on a le plaisir de recevoir de Keovia Solutions. J'aimerais qu'on accueille le président, M. Bruno Zuber. Soyez le bienvenu, M. Zuber. Merci, bonjour à tous et bon lundi midi. Moi, ça me fait plaisir d'être avec vous ce midi. Alors évidemment, comme vient de le dire Jean-Pierre, on va parler de choses qui sont un petit peu en marge de probablement ce que vous avez l'habitude de voir autour de l'immobilier. Et ce que je pense intéressant pour vous, c'est de vous montrer un certain nombre de technologies auxquelles vous pouvez avoir accès et qui permettent aujourd'hui de mieux valoriser vos biens et accessoirement de mieux comprendre comment ils fonctionnent et éventuellement de préparer des travaux soit de réparation, soit d'améliorer la performance ou tout simplement partager de l'information avec d'éventuels prestataires de services, quels qu'ils soient. Donc, je vais vous présenter 2-3 choses. J'ai une petite… je ne sais pas dans quel ordre on veut passer. Je vais peut-être montrer 2-3 choses grâce à une slide qu'on a en réserve, je crois. Oui, bien sûr. Donc, si notre régisseur Mehdi, qu'on remercie d'ailleurs, excellent. Alors voilà, l'idée, c'est pas de vous abreuver, vous noyer au travers de trop d'informations, donc c'est vraiment très visuel. Ce dont je vous parle aujourd'hui et sur lequel vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, auxquelles j'essaierai de répondre, c'est globalement dans le monde des technologies actuelles, on a accès à la capacité de faire des modèles digitaux, donc des modèles numériques en 3 dimensions. Alors il y a un certain nombre de choses que vous pouvez voir dans cette image. Bon, d'abord, il y a toute la partie que vous connaissez peut-être déjà, qui est le scan 3D avec des appareils plus ou moins compliqués. J'en ai un derrière moi, pardon, de l'autre côté, qui est un scanner 3D mobile qu'on peut porter. Il faut que je sois à l'écran. Donc, un scanner mobile 3D qu'on peut porter sur soi et qui permet de scanner en fait des environnements très rapidement. Donc, on peut faire des rues complètes, on peut faire des très grands environnements ou des tout petits, mais en tout cas, on peut aller vite. Donc ça fait partie des technologies de capture qu'on a. Vous connaissez les drones, vous connaissez certainement, pour ceux qui sont dans les visites virtuelles, toutes les technologies type Matterport, par exemple, qui sont des caméras 3D qui permettent de faire des visites virtuelles. Donc ça, c'est on va dire un peu la porte d'entrée en termes de création d'informations. Et puis si on peut revenir à l'illustration, donc une fois qu'on a ça, en fait, on peut faire soit des visites virtuelles que vous connaissez probablement au moins pour la partie vente ou visite, mais qui peuvent avoir d'autres intérêts parce qu'en fait, elles peuvent permettre aussi d'aller chercher de l'information en tout temps sur
vos biens, c'est-à-dire prendre des mesures. On peut aussi enrichir ces visites virtuelles avec beaucoup d'informations, comme par exemple, ce qu'on peut faire, c'est mettre à l'intérieur toute la liste des équipements que vous avez dans un appartement, dans un immeuble, peu importe ce qu'il est, le localiser et relier ces informations-là à d'autres systèmes informatiques sur lesquels vous auriez d'autres éléments. Typiquement, ça peut être la consommation énergétique, ça peut être quand est-ce qu'il y a eu la dernière maintenance, qui doit faire quoi, où est-ce que ça se trouve dans le bâtiment, et même proposer un itinéraire pour aller jusqu'à ce point-là. Donc ça, c'est la partie plutôt, on va dire, utilisation grand public. Alors quand je dis grand public, ça peut être des spécialistes, mais en tout cas, une utilisation assez aisée. Puis après, il y a toute une partie plus technique. Donc on revoit dans les images qui sont plus liées à vraiment la modélisation 3D qui permettent d'identifier soit une performance de votre bâtiment. Ça peut être une performance énergétique, acoustique, ça peut être l'ensoleillement, ça peut être des pathologies aussi qu'on identifie en faisant des calculs. Et puis en bas à droite, et avec les deux éléments qu'il y a autour, c'est en fait ce qu'on appelle plus généralement les jumeaux numériques et qui permet d'intégrer en fait toutes ces informations-là et de les faire vivre avec votre bâtiment. Donc les questions auxquelles je me propose de tenter de répondre aujourd'hui à midi, c'est autour de ces thématiques-là. Alors, je n'aurai pas réponse à tout, mais je les noterai et je me permettrai de revenir vers vous si c'est pas complet. Excellent. Merci beaucoup, Bruno. Donc, je vais vérifier au niveau des commentaires. Sinon, on va susciter des questions nous-mêmes. C'est sûr que ça peut faire peur au départ, hein? C'est quand même assez impressionnant. Est-ce que l'investisseur moyen, là, qui, peu importe le nombre de portes, mais admettons là, qui a de petits immeubles et qui dit comment moi je peux retenir les services de quelqu'un comme ça ou une firme, est-ce que, exemple, ça ne pourrait pas faciliter les annonces de logement en modélisant les plans d'appartement sur une vieille bâtisse existante? Alors, en fait, la porte d'entrée en général, la plus simple, en particulier dans l'immobilier, c'est la visite virtuelle. Donc, à partir du moment où on intervient sur site, de facto, on a une visite virtuelle qui peut servir à ce qu'on veut, mais au moins à visiter l'immeuble et donc à mieux sélectionner. C'est-à-dire que les personnes intéressées sont plus rapidement au courant de ce que c'est sans forcément avoir besoin de venir. Donc, ça évite des allers-retours pour rien. Mais ça permet aussi d'avoir des informations plus complètes. Par exemple, comme on est capable de faire des mesures dedans, on peut tout de suite évaluer si un meuble de notre grand-mère auquel on tient bien va rentrer dans l'immeuble ou pas. Donc ça, c'est le premier aspect. Pour le propriétaire ou le gestionnaire, ça peut aussi permettre d'avoir des informations pour, par exemple, aménager son immeuble ou préparer des travaux. Donc ça, c'est le premier élément. Donc le coût est relativement faible en fait parce que ça correspond à ce qu'on peut avoir sur une visite virtuelle. Alors les coûts sont variables évidemment en fonction de la taille et de ce qu'on a à mesurer, mais c'est de quelques centaines de dollars à quelques milliers quand on est sur des très grosses infrastructures. Donc ça c'est la porte d'entrée. Puis après, la liste est assez infinie de choses qu'on peut faire derrière. Mais je pense que les principaux qu'on peut citer, c'est effectivement avoir des plans. Alors l'avantage, c'est que ce sont des plans en 3D, donc c'est pas juste, c'est des plans qu'on peut mettre à jour assez facilement. Et puis l'autre type d'information qu'on a, c'est on peut avoir un listing des équipements qu'il y a dans un bâtiment et associer ces listings à un certain nombre d'autres informations, comme je le disais tout à l'heure, quand est-ce que la dernière maintenance a été faite, de quel équipement on parle, et tout ça, on peut le maintenir à jour en ligne. Et donc, tout le monde peut y avoir accès. Et le dernier point que je vais ajouter pour répondre à ta question, Jean-Pierre, c'est que l'intérêt de passer par ce genre de service, c'est que toutes ces informations-là, traditionnellement, aujourd'hui, elles sont entre les mains des entrepreneurs ou des ingénieurs ou des techniciens, on va dire. Et l'objectif à terme, et ce sera une réalité de toute façon demain, c'est que toute cette information digitale-là, ça devrait être la propriété des propriétaires ou au moins des gestionnaires. Et l'idée, c'est de commencer à valoriser son bien d'un point de vue digital et de conserver cette information soi-même, alors au travers d'un certain nombre de plateformes, pour y avoir accès en permanence et pouvoir transmettre cette information soit à son locataire, soit à son gestionnaire, ou soit même aux futurs acheteurs à l'avenir. Intéressant.
Et si je peux me permettre, Jean-Pierre, de rajouter, parce qu'on va parler, il y a quelques questions qui ont pondu, mais il y avait quelque chose qui me venait en tête de Matterport, par exemple, où est-ce qu'on n'est pas nécessairement propriétaire du vidéo, est-ce que la vidéo est hébergée sur la plateforme, comment ça fonctionne, et en même temps, au niveau des coûts, là, je sais que Mathieu, on va revenir à la question au niveau des coûts, mais est-ce que c'est similaire, avantages, désavantages de l'un et l'autre? Puis en fait, pour expliquer pour les gens qui ne connaissent pas Matterport, en fait, c'est une visite virtuelle où avec des ronds par terre, donc on se déplace et on regarde une visite virtuelle d'un logement. J'étais curieux de vous entendre là-dessus. Alors, Matterport, en fait, je vais aller tout de suite aux avantages et désavantages indirectement. En fait, Matterport, c'est clairement la solution aujourd'hui sur le marché qui est la plus jolie en termes de visuel. Donc, pour une visite virtuelle qui a une vocation purement marketing ou vente, c'est clairement le genre de solution la plus intéressante. Par contre, effectivement, un des éléments négatifs, c'est que les données, en fait, sont la propriété de Matterport. C'est-à-dire que ça a un gros avantage sur un court terme. Par contre, dans une logique de création de ce qu'on nous on appelle un jumeau numérique et de valoriser la donnée, c'est un peu moins pertinent. Par contre, c'est très pertinent d'un point de vue visuel. Typiquement avec des solutions comme celle-ci ou associées à celle-ci, puis il y en a d'autres. Alors là, ça va dépendre des plateformes qu'on utilise, mais les données en général sont la propriété de la personne à qui on décide de les donner. Donc en l'occurrence, quand on travaille avec ces systèmes, alors quand on travaille avec Matterport, les données sont à Matterport une fois qu'elles sont sur la plateforme. On a quand même accès aux informations brutes, donc on peut quand même donner les informations brutes au client, même s'il ne peut pas en faire grand-chose. Par contre, on a la propriété sur ces données-là des photos, des nuages de points, des données géoréférencées. Alors évidemment, la difficulté, c'est qu'on a beau avoir accès aux données brutes, il faut quand même une plateforme à un moment donné pour pouvoir l'utiliser proprement. Donc nous, on tend à faire au mieux pour avoir des données qui soient les plus indépendantes possibles des plateformes. Mais il est clair qu'en termes d'interactivité ou on va dire user-friendly, mais d'accès aux données, en général, on passe par une plateforme qui, elle, est propriétaire. Mais les données appartiennent aux clients. Okay. Intéressant. Alors, en termes d'avantages, désavantages, rapidement, encore une fois, Matterport a un énorme avantage en termes de qualité des photos. C'est clairement les plus belles. Enfin, dans le domaine de ce qui est accessible facilement, évidemment, on peut faire beaucoup mieux avec des photographes 3D spécialisés dans des très, très belles photos. Il faut surtout pas comparer à ça. Par contre, quand on est dans de la visite virtuelle relativement grand public, on va dire, Matterport est à une coche au-dessus en termes de qualité, en termes de fluidité aussi un petit peu. Par contre, en termes d'intégration d'autres éléments, il vaut mieux aller vers d'autres solutions qui sont beaucoup plus souples. OK, merci. Jean-Pierre, voulais-tu rajouter quelque chose aux questions du public? Non, c'est ça. On en a quelques-unes qui sont rentrées. Entre autres, allons-y avec celle de Mathieu Brassard à midi 10. Si je prépare la location d'un immeuble de 16 logements neufs, à quoi dois-je m'attendre comme coût pour les visites virtuelles? Donc, dans ce cas-ci, ça se dirige vers des visites virtuelles. Alors, ça va dépendre d'un certain nombre de facteurs. On parle de 16 logements qui sont au même endroit, donc ça peut se faire en une seule fois. Ça va dépendre un peu de la surface. Pour un ordre de grandeur, alors ça dépend de l'équipement et si c'est purement pour de la visite virtuelle et qu'on va vers quelque chose comme Matterport, par exemple, on peut imaginer qu'on va être probablement sur l'ordre de grandeur d'une journée de captation sur site, à peu près. Évidemment, il faut que ce soit disponible, il faut que ce soit libre. Le coût, en général, ça va se rapporter au nombre de mètres carrés ou de pieds carrés de l'espace. Difficile à dire comme ça, mais on va être probablement aux alentours de peut-être, je donne un ordre de grandeur, peut-être autour de $1,000, entre 1 000 et 2 000 pour un aimant comme ça. Mais encore une fois, là, il faut faire très attention parce que ça peut être beaucoup moins si les locaux sont facilement accessibles en fonction du nombre d'images qu'on veut. Et aussi, ce qui peut compter aussi, c'est le type d'information qu'on veut. Donc, si c'est juste une visite virtuelle pendant quelques jours ou quelques mois, c'est pas très cher. Enfin, c'est moins cher. Et puis, si on commence à enrichir avec des informations et qu'on veut le garder plus longtemps, là, on est sur un autre type de prix. Donc, l'ordre de grandeur, on va dire probablement, c'est difficile à dire comme ça, sur 16 logements, mais entre 1 000 et 2 000 probablement, l'ordre de grandeur. Et les images appartiennent aux clients. Alors, ça dépend quel outil on va utiliser. C'est-à-dire que si on utilise Matterport, on peut récupérer des images 360, mais une fois que c'est passé sur la plateforme Matterport, en fait, Matterport détient les images. C'est à eux.
Donc, ils peuvent en faire un peu ce qu'ils veulent. Bon, ils n'en font pas un usage idiot, mais en tout cas, ça leur appartient. Quand on est sur des solutions plutôt comme celle-ci, alors là, la qualité des images est un peu moins bonne par rapport à Matterport. Par contre, tout est propriété de ce qu'on décide dans le contrat, mais a priori de la personne qui paye. Excellent, excellent. Je reviens à une question à 12h08 de Jonathan Morin. Vous avez parlé d'entrée de jeu, Bruno, de pathologie au niveau des services que vous offrez. Donc, pathologie, est-ce qu'on réfère à ce qui est viral, à ce qui peut être… je vous écoute. Ah, ok, alors en fait, non, mais c'est marrant, ça me fait penser à autre chose, mais quand moi je parlais de pathologie, par exemple, on peut avoir des problématiques, je sais pas, ce que je montrais dans les images, une digue de glace, par exemple, en bordure de toiture, où on peut avoir des problématiques d'affaissement de façade Donc en fait, le fait de venir et de capturer de l'information, vraiment de l'information 3D, ça peut permettre d'alimenter des études un peu plus complètes, plus techniques. Ça peut permettre aussi de faire de construire, en fait, une fois qu'on a l'information, on peut construire un modèle 3D, et une fois qu'on a le modèle 3D, on peut faire de la simulation. Alors, par exemple, si on est capable de faire une simulation de thermique ou d'énergétique, eh ben, on peut identifier les points froids d'un bâtiment ou les points chauds, et donc on peut identifier, par exemple, les problématiques de condensation ou de digue de glace, ou on peut identifier quelque chose qui arrive le plus souvent, c'est de se dire, ben, est-ce qu'il vaudrait mieux que j'isole mon bâtiment ou que je change les fenêtres? Là, au moins, on a de l'information. Alors, elle dépend de la qualité de l'information qu'on peut aller chercher. Si on ne connaît pas les propriétés de l'isolant ou si on ne connaît pas les propriétés des fenêtres, l'information est moins riche. Mais en tout cas, on a une information de base pour évaluer des pathologies de ce type-là. OK. Donc, alors après peut-être par rapport à la notion de pathologie maladie, l'autre chose qu'on peut faire et qu'on fait par exemple pour des écoles, c'est qu'en fait, on peut modéliser, une fois qu'on a le modèle 3D, on peut récupérer de l'information, par exemple, sur des capteurs de CO2 et avoir une modélisation en temps réel, enfin un suivi en temps réel des teneurs en CO2, par exemple, ou de la température ou de l'humidité. Et donc, une fois qu'on a ça, on peut commencer à travailler sur des outils prédictifs pour savoir quand est-ce qu'il faudrait ouvrir les fenêtres, est-ce qu'il y a trop de monde ou pas, enfin, ce genre de choses. Donc ça, on est sur des modèles un peu plus riches qui font appel à de la mesure en plus sur site. Il y a des écoles qui pourraient en bénéficier au Québec, là. Hein? Ah, on peut imaginer, vu le nombre de capteurs qui ont été installés ou qui vont être installés, on peut imaginer qu'ils en auront besoin. Excellent, excellent. Avant d'y aller avec nos annonces, Jean-Philippe, voulais-tu y aller soit d'un dernier commentaire ou d'une question? En fait, c'est une question au niveau des plans de mesure. En passant, ingénieur, je déclare tout de suite mon défaut. C'est terrible de travailler avec moi, mais je vais tout de suite y aller avec la question de précision. C'est-à-dire, c'est quoi la précision de ces instruments-là pour un plan? Donc, est-ce qu'il y a une certaine limitation? On peut l'utiliser pour tout ou quand il va avec le système? Alors, bien sûr, ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre de l'outil qu'on utilise, du prix qu'on met dedans, de ce qu'on veut à la fin. Mais pour faire une réponse rapide, ce genre d'équipement, comme les équipements qu'on peut utiliser de manière générale pour faire de la capture 3D, l'ordre de grandeur de précision, en fait, ce qu'on fabrique, c'est un nuage de points, pour ceux qui connaissent. Et la densité des nuages de points, c'est de l'ordre de 5 mm. Ça veut dire que tous les points de l'espace sont mesurés avec un point tous les 5 mm. Ça ne veut pas dire que la précision, c'est 5 mm, parce qu'il y a un certain nombre de choses, je ne rentre pas dans l'aspect technique, mais ce que nous, on a tendance à vendre, c'est de dire, vous pouvez avoir de manière certaine tout avec une précision inférieure à 5 cm sur un bâtiment. On a mappé, par exemple, nous, un ensemble de bâtiments qui font 50 000 m² sur, il y a 25 bâtiments. Et on sait que tout ça, on a une précision inférieure à 5 cm. Et dans un bâtiment, on évite de dire on évite de promettre qu'on va aller chercher des choses en dessous de 2 ou 3 cm parce que la réalité, c'est que c'est l'ordre de précision auquel on est en termes d'établissement de plan. Okay. Et qui en général correspond aux besoins qu'on peut avoir en ingénierie ou dans la construction. Alors évidemment, si on a besoin de quelque chose de beaucoup plus précis sur un objet spécifique, mais ça concerne plutôt les industriels, là, dans ce cas-là, on met en place d'autres outils qui sont plus précis et plus spécifiques. Parfait. OK, intéressant. Jean-Pierre, je te laisse faire les annonces en rafale. Oui, absolument. On est rendu là pour nos annonces en rafale au club. Donc, le 26 avril en direct, demain soir, comment rédiger des offres d'achat créatives, un cours qui est très apprécié et c'est un de nos prix d'ailleurs ce midi. C'est encore temps de s'inscrire.
Ensuite, le surlendemain, le 27 avril, en direct, soyez avec nous en soirée pour le lancement du e-mag, donc le nouveau magazine du club, deuxième édition. Beaucoup de contenu. Ceux qui veulent encore se référer à la première édition, elle est disponible, c'est gratuit. Vous pouvez même la télécharger. Une centaine de pages créées par et pour des investisseurs immobiliers. Vraiment beaucoup de stock. Moi, je suis surpris là, à quel point que les gens ont été généreux. Si vous commencez en immobilier ou si vous voulez vous former et que vous aimez ce genre de contenu-là, vraiment une mine d'informations. Donc, le lancement du nouveau e-mag le 27 avril. Ensuite, jeudi 28 avril, grosse semaine. Pour les gens de la grande région de Québec ou de l'Est du Québec, si vous voulez vous déplacer, c'est le retour de nos soirées réseautage en présentiel. Donc oui, physiquement, on se retrouve jeudi soir. C'est à l'hôtel Le Plaza sur le boulevard Laurier à Sainte-Foy, juste tout près de la tête des ponts, très accessible, très central. Vous pouvez vous inscrire aussi d'avance pour réserver votre place. On y sera, Yvan y sera, Jacques Lépine aussi. Donc, ça va être vraiment un plaisir de tous se revoir et échanger. Si on poursuit notre programmation, le 2 mai prochain, en direct, transformé en opportunité des multilogements trop chers. Donc, lundi soir, le 2 mai, un cours très apprécié donné par Jean-Philippe Claude, avec qui il a écrit le livre qui porte le même nom, avec Yvan Cournoyer, notre président. Donc, on le sait, en 2022, il n'y a pas beaucoup d'aubaines, il faut travailler très fort. Donc, parfois, pour réussir à acheter, il faut payer le prix du marché, mais là, c'est surtout qu'est-ce qu'on peut faire avec l'immeuble. Et la beauté de ce cours-là, ben, c'est de développer tout notre potentiel d'optimisateur et d'optimisatrice pour finalement construire une plus-value sur un immeuble qui apparemment était peut-être trop cher. Donc, excellent cours qu'on vous recommande. Si on poursuit le lendemain, le 3 mai, en présentiel du côté de Montréal, la soirée réseautage avec Ray Junior Courtemanche, une grosse pointure dans le domaine de l'immobilier, quelqu'un qui est très impressionnant et qui a vraiment un mindset différent. Donc, la soirée en présentiel à Montréal le 3 mai prochain à mettre à votre agenda. Et on poursuit dans le mois de mai, le 18 mai, en direct. Ceux qui étaient avec nous la semaine dernière savent de quoi on parle. C'est la soirée virtuelle avec nos salons d'experts. Comment ça se passe? C'est de petits ateliers thématiques. On se retrouve 20, 30, 40 personnes. On peut échanger entre nous sur une foule de sujets. Encore une fois, offerts gracieusement par le Club d'investisseurs. Ce sont des coachs qui acceptent de redonner et ça fait des très belles soirées. 2 ateliers de 30 minutes avec pause, où est-ce que là, on revient dans le salon central, partage de bons coups aussi après nos 2 ateliers. Donc, ça commence à 19h. Généralement, ça termine vers 21h30. Une autre très belle soirée riche en informations offerte gracieusement par le Club d'investisseurs. Et on en profite aussi pour vous annoncer la prochaine semaine des millionnaires. C'est plus la semaine de l'esprit millionnaire parce que c'est sans prétention. Vous n'êtes pas obligé d'être encore millionnaire. On sait que vous allez le devenir si vous fréquentez le club, mais c'est la semaine de l'esprit millionnaire et ça a lieu du 21 au 28 janvier prochain. Destination 5 étoiles, destination surprise. Vous nous faites confiance. On va vous faire confiance aussi par la suite pour participer. Et faites vite, les places sont réservées. Évitez les j'aurais donc dû, puis hey, Colin, j'aimerais ça. C'est possible de vous organiser, de bloquer votre horaire et de vous commettre pour y aller et faire partie de cette semaine-là qui va complètement transformer votre vision et votre développement immobilier. Voilà. Et on vous parle aussi du groupe Facebook Les Femmes en immobilier. Ça a été créé par Lise Lantin, la vice-présidente au Club d'investisseurs, qui est rendue environ à 1000 participantes. Beaucoup de partages, d'échanges encore une fois. Vous voyez la force de la communauté du Club d'investisseurs est là dédiée aux femmes pour qu'elles se retrouvent entre elles et qu'elles puissent parler de leurs enjeux liés à l'investissement immobilier. Et on termine nos dernières annonces. Ce groupe-là a créé les fameux vendredis. On voit ça dans certains bars, mais là, on le fait au club. Les vendredis, le prochain, c'est le 6 mai. Et il y aura 2 invités comme lors de l'édition précédente. On aura Claudia Bergeron
et Roxane Bégin, donc des gens d'investissement immobilier, et Roxane qui est sommelière de surcroît. Comme de quoi on n'est pas obligé de gagner sa vie uniquement en investissement immobilier. Ça peut être de bons placements qu'on fait et le club vous aide évidemment à optimiser ces placements-là. On termine nos annonces en rafale avec le groupe privé Facebook. Lorsque vous vous inscrivez au programme Élite ou si vous êtes gradué d'un ancien programme Élite qui existe depuis une vingtaine d'années, ben, vous avez accès au groupe privé du club d'investisseurs. Donc, plus de 2000 personnes, des partages, de l'échange de documents. On cherche une offre d'achat maison, on cherche un contrat de stationnement. Il y a tellement eu de beaux partages ces dernières années. Un groupe d'entraide, beaucoup d'informations. Donc, tous les avantages de fréquenter le club d'investisseurs. On retourne maintenant à Jean-Philippe Claude et aux questions du public. Oui, absolument. Pour l'instant, les questions, il y avait, mon Dieu, il faut que je retrouve la question qui avait monté, la différence entre, je vais le trouver en même temps que je le dis, c'est quelque chose qui est un petit peu moins familier, vous m'excuserez Maxime, mais la différence entre le BIM qui est utilisé en architecture et en génie conseil, quelque chose que je connais moins, donc en même temps, je vais l'apprendre. Donc, quelle est cette différence? Alors, en fait, je ne sais pas, ouais, peut-être vous pourriez remontrer l'illustration que j'avais tout à l'heure. Alors on voit pas forcément bien, mais vous voyez l'image à droite, je ne sais pas si vous voyez mon curseur là, mais en tout cas à droite avec un espèce de toiture en verre en haut là, qui est modélisé. Donc ça c'est un modèle BIM. Alors le BIM, c'est un objet en fait qui est à la fois du 3D mais aussi de l'information sur le 3D. Donc c'est un standard de la construction qui se développe de plus en plus, qui devient un vrai standard depuis peu. Et en fait, qui permet à la fois de décrire proprement le bâtiment en 3D, c'est-à-dire que tout le monde se met d'accord globalement pour bien le décrire, mais en plus de le décrire avec de l'information plus riche, en fonction du niveau de détail. Donc, par exemple, dedans, on peut avoir, pour une fenêtre, au-delà de sa description 3D, qui est plus ou moins bien faite, on peut savoir quelles sont ses performances énergétiques, acoustiques, qui l'a fabriqué, est-ce qu'il y a eu de la maintenance, enfin, ce genre de choses. Donc, le BIM, en fait, ça veut dire Building Information Model. Donc, c'est un modèle d'information du bâtiment qui se base sur un modèle 3D. Donc, c'est un peu l'ensemble de ces deux choses-là. Donc, la différence, c'est pas qu'il y a une différence, c'est que le BIM fait partie de ce contexte global du digital. Et en fait, on s'appuie dessus pour enregistrer des informations et les partager, par exemple, avec des architectes ou avec des ingénieurs ou des géomètres, par exemple. Intéressant, intéressant. Jean-Pierre, est-ce que tu avais une autre question en banque ou sinon je peux aller, écoute, on se dirige tranquillement vers une conclusion. Bruno, à moins que Jean-Philippe, tu avais une autre question. En fait, Bruno, j'aurais pris peut-être un 30 secondes, une minute, parce qu'il y a évidemment beaucoup de solutions. Généralement, au club, bon, il y a des constructeurs, promoteurs aussi, mais généralement, au club, dans l'immeuble un peu plus usagé, multirésidentiel, là, je dirais 80-20. Quels sont les exemples, en fait, qui ont été utilisés dans les différentes solutions? Parce que là, il y a plein de solutions différentes, mais des exemples concrets qui se sont produits. Je serais curieux d'entendre ça un petit peu sur la solution. Non, mais c'est un bon point. C'est-à-dire que nous, en fait, ces technologies-là, de manière très générale, elles sont beaucoup entre les mains des ingénieurs, des firmes de construction, d'architecture, souvent plutôt pour du neuf. Parce que c'est des gros projets, il y a besoin de moyens. Aujourd'hui, nous, typiquement, on travaille quasi exclusivement sur de l'existant. On travaille très peu, on travaille sur du neuf un petit peu, forcément, mais très peu. Alors, des exemples, je peux en sortir un certain nombre. Alors, des visites virtuelles très classiques, on va dire, d'une école, du marketing. Ça peut être des choses, alors souvent, un besoin assez courant, c'est on veut faire des travaux, mais on n'a aucun plan. Et non seulement on n'a aucun plan, mais on n'a aucune idée des surfaces de carrelage, des surfaces de peinture, de combien il y a d'équipements. Donc, alors, on peut le prendre à la main, c'est ce que font les gens en général, c'est qu'ils envoient à la main, ils prennent note, etc., puis ils prennent des mesures avec un télémètre. Mais c'est source de plein d'erreurs et en plus, ça ne permet pas de reconfirmer des choses. Donc, ce qu'on fait, nous, typiquement, on arrive sur site, on scanne l'ensemble du bâtiment. Mais comme on scanne, on a aussi la visite virtuelle. Et donc, en fait, tous les différents acteurs ensuite peuvent avoir accès à la fois au scan et à la visite virtuelle. Donc, déjà, ça permet de remettre en contexte sans forcément aller sur place. Et donc, ça permet de préparer une visite ou en tout cas de préparer des travaux. Et puis, évidemment, une fois qu'on a cette information-là, on peut préparer alors un modèle BIM, par exemple, pour faire des vrais plans d'ingénieurs ou d'architectes, en tout cas s'en rapprochant. Et puis, une fois qu'on a ça, on peut faire ce qu'on appelle une nomenclature, typiquement dans le BIM, c'est-à-dire une liste
du nombre de pièces qu'on a, de la superficie, en fonction de l'information qu'on a notée, est-ce qu'il y a beaucoup d'endroits qui sont à repeindre ou pas, enfin ce genre de choses. Donc ça c'est quelque chose de très courant. Alors soit ça peut être soit pour préparer des travaux, soit pour faire vraiment des gros travaux de réhabilitation. Donc on a un bâtiment qui est désaffecté ou on veut changer sa destination. Et ben là en général un architecte a besoin d'avoir un point de départ et ce point de départ en général c'est le plan 3D. Intéressant. Oui, effectivement. Très, très utile. J'imagine, je fais une petite addition à la question, mais j'imagine que vous devez avoir des clients aussi qui sont rénovateurs pour estimer, justement, faire ces estimés-là de travaux. Oui, ben, en fait, j'évoquais là, par exemple, en fait, l'image que je montrais tout à l'heure du BIM, ça, c'est un bâtiment à Montréal. C'est une vieille discothèque, pour ceux qui connaissent le vieux Montréal, qui est en cours de transformation. Et aujourd'hui, ils ont des plans, mais des vieux plans qui datent de 30 ans. Et c'est tout tordu, c'est du vrai 3D, c'est très compliqué. Donc, ils ont besoin de quelque chose pour démarrer, ne serait-ce que pour faire un permis de construire. Donc là, il y a besoin d'avoir de l'information générale. On a le cas, alors, nous, on a une filiale en Polynésie française, à Tahiti. On vient de réaliser tous les plans, là, par exemple, l'équivalent d'un cégep. Donc une vingtaine de bâtiments où là, leur besoin à eux, c'est de préparer des travaux. Et eux ont besoin tout bêtement d'estimer le nombre de mètres carrés de peinture, j'en parlais tout à l'heure, de nombre de mètres carrés de plafonds à réparer, le nombre d'avertisseurs sonores, le nombre de luminaires. Et donc tout ça, nous, en fait, on l'a scanné, on l'intègre à un modèle 3D et donc ils vont pouvoir travailler à partir de ça. Si jamais vous avez besoin de quelqu'un du club à Tahiti, je me porte volontaire, je me sacrifie, je me lance sur la grenade. Ça va me faire plaisir de le faire pour vous, si jamais. Je le note et je vous en parle. OK, c'est bon. Jean-Pierre, à toi. Excellent. En terminant, on a Frédéric Côté qui nous envoie à partir de 12h29 quelques questions par rapport aux études géothermiques, perte de chaleur, trou d'air, efficacité énergétique. Pouvez-vous nous qu'on prenne 2 minutes, Bruno, pour nous en parler, s'il vous plaît? Oui, alors géothermique, la géothermie, ça concerne plutôt la partie qui aurait liée à l'alimentation en énergie. Donc là, c'est un autre sujet. Par contre, tout ce qui est problématique de comportement thermique et énergétique des bâtiments, alors il y a différentes choses. Il y a identifié. Vous savez, quand un inspecteur du bâtiment vient dans vos bâtiments, évidemment, il faut qu'il vienne parce qu'il faut qu'il voit des choses précises. Il prend des mesures, il est capable de voir quel type de matériaux il y a, à quoi ressemblent les fenêtres, ce genre de choses. Donc, une visite virtuelle permet d'être une première approche à ce genre d'information. C'est une information visuelle qui permet d'avoir une idée des problématiques qu'on pourrait avoir. Puis après, derrière, ce qu'on a tendance à faire, et donc là, on rentre plutôt dans le monde de l'ingénierie, au sens plus large. Et donc là, on monte un modèle 3D. Une fois qu'on a monté un modèle 3D, alors encore une fois, il faut savoir l'information qu'on met dans ce modèle 3D, c'est-à-dire qu'on ne voit que ce qui est visible avec un scanner. Donc, si on ne sait pas quel est ce qu'il y a dans le mur, s'il y a de l'isolant ou pas, on ne va pas dire grand-chose. Mais on peut quand même deviner un certain nombre de choses. Les bâtiments sont presque tous faits à peu près de la même manière. Quand il y a 22 cm d'épais, on a de bonnes chances d'avoir des épaisseurs qui sont assez communes. Donc, on peut avoir une prédiction à minima de la performance thermique du bâtiment. Évidemment, plus on va enrichir les informations, mieux ça va être. Et une fois qu'on a ces modèles de comportement, eh ben on peut jouer des scénarios, en fait. On peut tester des choses. On peut dire, tiens, si maintenant j'améliorais de 50% la performance de mes fenêtres, quel serait l'impact sur la consommation énergétique de mon bâtiment? Si je changeais ma chaudière, par exemple, est-ce qu'il y aurait un vrai impact sur le bâtiment? Alors ça, l'avantage de ça, au-delà de l'aspect purement technique, c'est que ça vous évite, en tout cas moi ça m'est arrivé à plusieurs reprises chez moi-même, ça vous évite d'être entre les mains de gens qui sont là que pour vendre une chaudière ou que pour vendre de l'isolation ou que pour vendre des fenêtres. Évidemment, ils vont vous dire que 100% de la facture vient des fenêtres quand ils vendent des fenêtres, ce qui est peut-être vrai, mais en tout cas, il y a peu d'informations pour le valider. Donc l'intérêt d'avoir ce genre de modèle, c'est de valider ça. Et puis à l'échelle d'un parc, ça peut être intéressant pour une municipalité, pour quelqu'un qui a un parc ou des blocs. Ça permet aussi de mieux identifier la typologie de problèmes qu'on peut avoir et de mieux préparer les travaux d'amélioration, éventuellement même développer des subventions ou changer les comportements, par exemple, des locataires en leur proposant de, je sais pas, changer le type de luminaire, par exemple, parce qu'ils ne s'éteignent pas dans la journée. Donc, il y a un tas de choses qu'on peut faire autour de ça. Le dernier exemple qu'on peut donner, qui est en lien avec la thermique et aussi avec l'ensoleillement, c'est quand on veut mettre des capteurs solaires, par exemple.
bah, s'il y a 3 arbres qui cachent le capteur solaire, ça ne sert à rien. Donc, si on a capturé cette information-là, de facto, on a la bonne prédiction, en tout cas une prédiction un peu plus pertinente des performances attendues. Intéressant tout ça. Et comme on dit, ça cadre très bien avec la philosophie du club, où est-ce qu'on enseigne aux gens dans le coaching, le programme Élite, à devenir le plus autonome et le plus indépendant d'esprit possible. Et je trouve que ça rejoint directement vos propos, Bruno. Oui, et peut-être pour conclure, parce que mes propos sont probablement relativement techniques, aujourd'hui, les technologies qu'on a à disposition, encore une fois, sont en général entre les mains des vrais professionnels, et tant mieux. Il faut des vrais professionnels. Il ne faut surtout pas se passer des ingénieurs, des géomètres, des architectes. Ce n'est pas du tout mon propos. Par contre, tout le monde aujourd'hui peut avoir accès à de l'information digitale. Et cette information digitale peut être très utile. Et elle peut être très utile, ne serait-ce que pour la passer facilement à ces professionnels qui eux-mêmes vont en faire un usage utile. Donc, on en est à un stade aujourd'hui où les outils digitaux sont totalement accessibles à la fois en termes de coûts et en termes d'utilisation, même pour soi-même. Et je pense que pour les gens, en tout cas qui sont propriétaires ou gestionnaires de bâtiments, ou que ce soit tout petit ou très gros, il y a un vrai intérêt qui valorise en fait leurs biens assez facilement et qui le valorisera encore mieux à l'avenir. Bravo, excellent. Ben, écoutez, merci beaucoup Bruno pour tout ça. Jean-Philippe, avant de conclure, on va partager les 3 gagnants. On va les nommer donc de nos tirages. Je répète les prix, 250 $ de rabais sur notre programme Élite. Ensuite, le 2e prix, la formation L'art de faire des offres d'achat créatives demain soir, le 26 avril. Et le 3e prix, 101 trucs en investissement immobilier. Et voilà, donc, vous avez ça en direct selon nos participants qui ont partagé. Thomas Sauvé, gagnant. Félicitations, Thomas. Et vous contactez Julie Cloutier au bureau du Club d'investisseurs pour obtenir votre prix. Et voilà pour le 2e maintenant, le 2e partage, notre 2e prix qui sera Natalia B. Félicitations, Natalia. Donc, pour notre 2e prix d'aujourd'hui, qui est la formation L'art de faire des offres d'achat créatives demain soir. Et pour notre 3e prix, le livre 101 trucs en investissement immobilier. C'est parti. Marc-Antoine Beauregard, félicitations. Félicitations à vous 3. Merci d'avoir partagé. Et on a des salutations. Entre autres, on a notre ami Luigi Fragomele qui est un membre très actif de la communauté, qui partage beaucoup, très généreux. Toujours un plaisir. Merci d'être là, Luigi. Merci à tout le monde, à tous nos amis et aux gagnants. Et bien sûr, à nos professionnels qui étaient avec nous ce midi, Bruno Zuber de Keovia et Jean-Philippe Claude, qui est aussi un professionnel. Oui, mais je ne peux me comparer à toi, Jean-Pierre, dans le cas d'un professionnel de l'art oratoire. Je ne peux prendre le compliment. Ben, écoutez, c'est une belle équipe qui était là, ça c'est certain. Puis ces événements-là existent grâce à vous. Merci de mettre ça à votre agenda tous les lundis qu'on se retrouve. Et même si des fois ça a l'air un peu technique, il y a toujours des choses à apprendre. Et comme on dit en immobilier, il faut s'ouvrir. Hein? Il n'y a personne qui est né avec la science infuse. On apprend, tous les investisseurs, on apprend sur plein de domaines. Donc, même si peut-être c'était un peu plus technique ce midi, ça vaut la peine de s'ouvrir, puis de dire, Caroline, comment je peux utiliser ça, même si j'ai un plus petit immeuble? Il y a sans doute quelque chose que M. Zuber peut m'apporter et sa firme pour améliorer ma gestion. On termine avec le mot de la fin. Le prochain lunch immobilier lundi prochain. Yvan Cournoyer sera de retour pour animer avec Jean-Philippe Claude. Ça sera avec Marie-Ange Adouceau de MA Architecture qui va être avec nous. Et c'est un rendez-vous, bien sûr. Et préparez-vous à partager l'événement pour être admissible. On a 3 tirages à chaque semaine. Et là-dessus, ben, écoutez, moi, je vous remercie infiniment d'avoir été là. On vous souhaite une bonne semaine, beaucoup d'événements cette semaine. Si vous êtes du côté de Québec, ça sera un plaisir de vous voir jeudi soir en présentiel, mercredi soir le lancement du IMAG et demain notre formation
l'art de faire des offres d'achat créatives. Soyez dans l'action et comme dit Yvan Cournoyer, go, go, go. Je vous salue. Jean-Philippe, un dernier mot? Toujours un plaisir de co-animer, évidemment, avec tout ce beau monde, toujours plein d'informations. Et puis, si je peux citer Charles Côté ici, si vous avez reçu de la valeur ici, redonnez de la valeur. Donc, évidemment, on fait des tirages pour le partage, mais on le fait évidemment gracieusement. Ça fait 97 événements gracieusement qu'on fait, ouais. Je cherche mes mots ce midi. Donc, on le fait gratuitement, on partage l'information. Donc, si jamais vous avez eu de la belle information, ben le meilleur moyen de nous encourager en fait à continuer, c'est juste de partager l'information. Donc, ça fait toujours un plaisir de vous voir. Merci à tout le monde. Merci à Mehdi en régie et Bruno Zuber, notre invité spécial ce midi. On se dit à très bientôt. Bonne semaine, bon succès. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée.